Voilà, 7h42 au lendemain donc de l'annonce par le Premier ministre François Fillon d'un nouveau plan de rigueur. C'est une véritable compétition pour l'austérité qui semble se profiler comme cadre de la future campagne présidentielle, tant à gauche qu'à droite. Il ne s'agira donc que de se serrer la ceinture, ou se retrousser les manches, voire se serrer les coudes pour résorber l'endettement public du pays, si bien que on se demande parfois si la politique économique de la gauche serait forcément très différente de celle de la droite. Le débat est ouvert et c'est l'occasion de se demander ce matin plus largement si les clivages politiques nés de notre système électoral ont encore un sens politique ou si les luttes partisanes pour le pouvoir ne reposent plus que sur une volonté d'affichage, de marketing sans contenu idéologique précis. Avec nous ce matin, Gilles Finkelstein, bonjour. Bonjour. La Fondation Jean Jaurès, dont vous êtes le directeur général depuis 2000, a publié un rapport le 3 novembre dernier, il y a quelques jours, sur le nouveau paysage idéologique français. Et Gérard Courtois, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un habitué des matins maintenant, vous êtes le directeur éditorial du journal Le Monde, vous avez dirigé la parution qui est sortie le 27 octobre dernier, d'un pavé. D'un pavé. Dire comme ça. D'un gros livre. Un gros livre, magnifique. Non, mais je vous taquine, mais tout de J'espère même. que ce n'est pas un pavé dans la main. Non, pas du tout. Encore que, il y a quelques rappels savoureux dans ce gros livre donc, qui retrace les grandes crises politiques françaises. C'est la Ve République, on va dire, de 1958 à 2011, aux éditions Perrin. Et vous publiez une tribune, comme souvent et comme chaque mardi, en l'occurrence dans Le Monde daté d'aujourd'hui, mardi 8, une tribune qui porte le titre « Par-delà la droite et la gauche ». Autant dire que vous êtes tous les deux bien placés pour décrypter pour nous le sens actuel d'un nouveau bipartisme, s'il y a nouveau bipartisme. Par-delà la gauche et la droite. J'ai bien lu l'étude de la Fondation Jean Jaurès. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, on a deux personnages dans le paysage de la préparation de la présidentielle, François Bayrou et maintenant Jean-Pierre Chevènement, qui chacun à sa manière incarne une aspiration qui trouvera une expression à définir dans 6 mois, l'aspiration, je crois, de beaucoup de Français à aller voir au-delà des frontières bien déterminées du Parti socialiste, leader de la gauche, et de l'UMP, leader de la droite. Et cette aspiration, en même temps, ne trouve pas à s'exprimer, ou très rarement. Alors, bon, il y a évidemment le précédent du 21 avril 2002, précédent, bien connu. C'est la seule fois, au fond, où le système a un peu dérapé, le système bipartisan, le système des deux grandes forces d'alternance et de gouvernement. Mais cette aspiration à aller voir aux marges, à aller voir à côté, à aller voir ailleurs, à aller voir dans l'entre-deux, reste présente et ne trouve pas d'expression politique pour des raisons très simples, des raisons de loi électorale, que ce soit la qualification des deux principaux candidats à l'élection présidentielle ou le scrutin majoritaire aux élections législatives. La loi électorale remet toujours tout en ordre ? Elle me paraît absolument déterminante. Il y aurait... c'est ce que vous dites. Vous dites au fond, dans le paysage, je vous cite, dans ce paysage complexe et mouvant, messieurs Bayrou, Mélenchon ou Chevènement, tout comme Madame Le Pen, peuvent donc espérer chacun à sa manière convaincre nombre des électeurs en rupture de banc et d'affiliation traditionnelle. D'ailleurs, les sondages leur accordent actuellement environ le tiers des intentions de vote. Et alors là, perfidement, tout de même, vous écrivez, vous suivez, les gens, entre guillemets, sérieux, Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, peuvent compter sur la loi électorale, aussi bien présidentielle que législative, pour renvoyer à leur marginalité ces trublions et tous ceux qui seraient tentés de les suivre. Vous êtes bien sûr de ça ? D'abord, je ne suis jamais perfide, mais un peu moqueur. Le sérieux, un peu moqueur. Oui. Nuance lexicale. Enfin, j'en suis certain. Jusqu'à présent, c'est toujours ce qui s'est passé. Exception faite du 21 avril de l'élection de 2002. Mais voilà, bon, les exceptions sont parfois faites pour être répétées et il ne me semble pas totalement invraisemblable. En tout cas, c'est pas exclu en 2012, je veux dire. En 2012. Bon, alors, Gilles Finkelstein, d'après l'étude de votre fondation, alors, c'est là que ça va se compliquer quand même. 58% des Français considèrent que le clivage gauche-droite est dépassé. Néanmoins, dois-je rajouter, non pas perfidement, ils sont, je vous lis toujours, 74% à accepter de se positionner à droite ou à gauche. J'ai rien compris.
Je pense que vous avez très bien compris et que le paradoxe n'est qu'apparent. La tentation ou l'aspiration qu'évoque Gérard Courtois à aller au-delà de la gauche et la droite, elle existe aujourd'hui, mais elle existe depuis très longtemps. L'idée que le clivage gauche-droite est dépassé, qui s'est évaporé, volatilisé sous le jeu de la mondialisation de l'économie, de la construction européenne, sous le jeu des alternances. Cette idée-là, ça fait longtemps qu'elle existe et il est vrai aujourd'hui, ce sont les 58% de Français qui disent le clivage est dépassé, que les Français ne sont plus croyants. Cette idée qu'il y a une différence absolue entre la gauche et la droite, ça fait maintenant plus de 20 ans, et même, vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis le tournant de la rigueur de 83, que le clivage est beaucoup moins absolu qu'il ne l'était. C'est-à-dire quoi? Depuis que l'économie s'est invitée de plus en plus au premier plan et à remonter le sommaire des agendas politiques, des débats politiques, du calendrier politique? Ouais, c'est depuis que... que l'économie est visible, si j'ose dire, voilà, qu'elle est apparue dans le discours davantage politique. Je crois qu'il y a une succession de phénomènes depuis le début des années 80. L'alternance qui fait que la gauche est confrontée à l'exercice réel du pouvoir, et évidemment ça change beaucoup de choses. L'irruption de l'économie, de la construction européenne. Une autre dimension, c'est depuis le vrai tournant, c'est la fin des années 80. C'est la chute du mur de Berlin. C'est depuis la chute du mur de Berlin aussi que les choses ont changé. Donc, et 91, la fin définitive de l'Empire soviétique. 25 décembre 91, ça fera... Bon, donc il y a tous ces éléments-là qui font que les Français ne sont plus croyants. Mais, et c'est l'autre chiffre que vous évoquez, ce 74% de Français qui s'auto-positionnent, ils continuent à être pratiquants. C'est-à-dire que non seulement eux-mêmes acceptent de se positionner comme si c'était moins l'existence du clivage que sa lisibilité qui posait problème. Et surtout, et c'est ça qui est plus intéressant, lorsqu'on les interroge, non pas sur la manière dont ils se représentent le clivage gauche-droite, mais sur la vision de la société qui est la leur. Alors, on voit réapparaître, à peu près systématiquement, une différence substantielle entre les sympathisants socialistes et les sympathisants UMP, entre les sympathisants de droite et les sympathisants de gauche. Je vous donne juste une illustration. Quand on demande aux Français s'ils ont le sentiment que la société, telle qu'elle fonctionne actuellement, permet de réduire les inégalités, eh bien 62% des sympathisants de droite disent oui, et 62%, exactement le même chiffre des sympathisants de gauche, répondent non. Oui. Gérard Courtois. Et j'ajoute un mot sur ce point qui m'a énormément frappé, sur est-ce que la société réduit les inégalités dans l'étude de Jean Jaurès. Progression de 15 points en 2 ans des Français qui considèrent que la société française produit des inégalités. On est là l'effet de la crise, là on le voit brutalement apparaître dans la perception par les Français que ça ne va pas. Si plus de la moitié des Français, et évidemment beaucoup plus à gauche, considèrent que l'inégalité devient au fond l'évidence, devient la norme, on est dans une société inquiétante. Oui. Alors, est-ce que c'est tout à fait nouveau, ou est-ce que vous avez constaté en éditant, publiant et relisant tous les articles qui font cette histoire au fond des crises politiques françaises de 58 à 2011 par les articles du Monde et dans ceux entre autres de Sirius, d'Hubert Beuve-Méry, est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que tout de même à une époque on était chacun de façon plus certaine et assurée, campé dans des positions politiques qui faisaient que les débats politiques, les clivages politiques étaient plus sûrs, plus définis, mieux dessinés? Gilles Finkelstein évoquait à l'instant la charnière 83. Elle est et du milieu des années 80, pour dire vite. Elle est absolument lisible dans la lecture qu'a fait Le Monde depuis plus d'un demi-siècle de la scène politique, du film politique. Dans les années 60-70, la politique est une espèce d'art en soi. Qui fait l'objet d'ailleurs d'un traitement très particulier dans ce journal. Contrairement à toutes les grandes crises internationales, sur la politique, vous avez de l'analyse, du compte-rendu, vous n'avez pas de portrait, vous n'avez pas de reportage, vous n'avez pas de récit. C'est d'une austérité absolument admirable, un peu dissuasive quand on est un lecteur de 2011, je le reconnais très volontiers, mais voilà, c'est un monde à part.
à partir des années 80, non seulement, et on le voit très bien dans le traitement, c'est très intéressant, la bascule vers du reportage, du portrait, de l'interview, du récit, quelque chose qui est beaucoup plus vivant et dans lequel, effectivement, sur la crise de 83, la crise économique de 83, le tournant de la rigueur, comme on a dit à l'époque, ou, comme disait Lionel Jospin à l'époque aussi, la parenthèse de la rigueur, qui a duré un petit peu longtemps, on a la scène économique fait irruption sur la scène politique de manière extrêmement claire, lisible, et depuis, on est dans cet aller-retour. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a quand même l'article, et il se trouve que c'est presque un coup de chance, mais c'est le premier que vous publiez dans les grandes crises politiques françaises. Un article de Maurice Duverger, dans le chapitre « L'agonie de la 4e République », 7 mars 58, qui est assez incroyable tout de même, qui pourrait recouper l'étude d'aujourd'hui, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas, je voudrais que vous me le commentiez. Duverger, 7 mars 58, écrit, je vais essayer de le résumer rapidement, « Tout le monde parle du retour au pouvoir du général de Gaulle, la droite ouvertement, à gauche on est plus discret, mais les traditions et les principes sont contraires à la théorie de l'homme providentiel, mais on est gagné par la contagion, au fond de soi. Les communistes eux-mêmes verraient peut-être sans déplaisir le retour au gouvernement du chef du tripartisme, Front populaire rénové. Et voici ce qu'écrit Maurice Duverger. En somme, le général pourrait à la fois prendre Le Pen et Thorez comme ministre d'État. Et Duverger de dire, cette boutade, en caricaturant la situation, souligne bien son caractère insolite. L'union nationale traditionnelle n'est qu'un faux semblant qui exclut l'extrême gauche. Mais cette idée que tout d'un coup, là, quelqu'un écrive comme une boutade et en même temps, voilà. En somme, le général pourrait à la fois prendre Le Pen et Thorez comme ministre d'État. 7 mars 58. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ce qu'il y a derrière, c'est quand vous regardez comment sont organisées les grandes démocraties, ce qui distingue une démocratie d'un système totalitaire profondément, c'est l'acceptation des clivages et des divisions et leur régulation. Et quand vous regardez la manière dont fonctionnent les démocraties, vous avez les démocraties dans les périodes matures, dans les temps ordinaires, mais qui finalement ne sont pas les temps les moins heureux. Elles sont structurées autour du clivage gauche-droite. Et quand il y a des perturbations très fortes, comme celle que vous évoquez avec cet article de Maurice Duverger, mais qu'on voit dans bien d'autres pays, font que le clivage central se structure autour d'autre chose que le clivage gauche-droite. C'est des questions dans beaucoup de pays autour des ethnies, autour des communautés, autour de la nation. La situation est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Gérard Courtois. L'expérience a prouvé que De Gaulle n'a pris ni Thorez ni Le Pen. Ce qui prouve que les spéculations de Duverger en 58, début 58, alors que le retour du général n'était pas encore programmé, disons, restaient des spéculations. On s'attendait beaucoup 2 mois avant. Là, hein. Oui, on est 2 mois, avant. On est 2 mois avant, et moi, ce qui m'a frappé dans ce début d'année 58, c'est qu'il y a finalement très peu de papiers, en tout cas dans le monde, qui spéculent sur le retour du général. Ça démarre vraiment fin avril et surtout après le 13 mai, évidemment. Gilles Figenschein, pour terminer cette première partie, comment avez-vous pris en compte, dans cette étude de la Fondation Jean Jaurès, le fantasme que l'on a de soi comme être politique et la réalité ? Beaucoup se disent de gauche, ne le sont pas forcément dans leur vie de tous les jours. Beaucoup se disent de droite et sont moins caricaturaux que ce qu'on veut faire forcément des gens de droite quand on parle des gens de droite. Comment on fait avec cette question quand même ? Parce qu'il y a un nombre de faux semblants et de faux nez permanents sur cette question-là. Alors, c'est évidemment, c'est évidemment plus compliqué. C'est un jeu de dupe permanent quand même, la définition politique aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne s'en tient pas à l'auto-positionnement des uns et des autres sur l'échiquier politique et que l'on pose des questions sur la vision de la société. Donc il y a toute une série de questions. On en a évoqué une sur est-ce que la société permet de réduire les inégalités, mais sur quelles sont les priorités, sur est-ce que l'on souhaite, quelle est l'ampleur du changement à laquelle on aspire. Une série de questions, on y viendra peut-être tout à l'heure, sur la crise, sur l'objectif de réduction de la dette et les modalités de réduction de la dette. Et pour chacune de ces questions, on regarde comment se positionnent les uns et les autres en fonction de ce qu'ils ont déclaré être du camp auquel ils ont le sentiment d'appartenir. Nous y reviendrons bien sûr dans le débat. Nous arrivons vraiment au terme de cette première partie, puisqu'il n'est pas question de perfidie. Mais bon, au fond, quand même, cette étude, elle était faite pour quoi au départ ? Gilles Wittgenstein, il n'est pas un secret que vous avez été très proche de Dominique Strauss-Kahn. Elle était faite pour faire élire Dominique Strauss-Kahn, quand même,
dire voilà, ni gauche ni droite, les clivages ne sont plus les mêmes, voter pour le candidat idéal? Non, la Fondation, c'est une de ses missions depuis sa création. Avant chaque grande élection présidentielle, essaye de dessiner ce qu'est le fond de décor idéologique d'une élection. On avait fait quasiment la même étude juste avant 2002 et on avait fait une sur les milieux populaires juste avant l'élection présidentielle de 2007 qui avait eu, je crois, un impact sur l'élection. Et à 8h17, c'est l'heure du débat introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Et aujourd'hui, les clivages sous toutes les coutures. Les clivages droite-gauche, évidemment, pour répondre à la note que fait publier Gilles Finkelstein à la Fondation Jean Jaurès. Alors, il y a eu, on le voit en lisant l'ouvrage que Gérard Cautois vient présenter ici, dans notre pays, des périodes héroïques où droite et gauche incarnaient de véritables projets de société rivaux. Monarchie ou république, cléricalisme ou laïcité, autoritarisme ou liberté, capitalisme ou socialisme, ces alternatives nous ont parfois menés au bord de la guerre civile, mais elles avaient au moins le mérite de la lisibilité. D'autant qu'un déterminisme sociologique simpliste voulait en outre que les ouvriers s'identifient au Parti communiste, leur parti de classe, et les possédants au parti de droite. Entre les deux, paysans, employés, professions libérales entassées dans la catégorie fourre-tout de la petite bourgeoisie étaient provisoirement abandonnés aux radicaux, socialistes et autres chrétiens démocrates. Alors on peut se moquer du haut de notre désillusion contemporaine envers la politique d'un manichéisme qui ne se retrouve plus guère aujourd'hui que chez les supporters encartés des clubs de football, mais cette apparente simplicité qui est canalisée en outre par les institutions de la Ve République qui oblige droite et gauche à se regrouper au second tour, eh bien cette simplicité elle avait au moins pour mérite d'attirer les électeurs en masse vers les urnes. Est-ce qu'on se souvient qu'au second tour de la présidentielle de 1974, 88% des inscrits sont allés voter? Qu'en sera-t-il l'année prochaine? Eh bien, c'est que l'ambiance a beaucoup changé. 58% des Français, d'après votre note, Gilles Finkelstein, estiment à présent que le clivage droite-gauche est dépassé. On attribue parfois ce sentiment à la convergence idéologique entre les partis de gouvernement. Ils ne se distinguent plus que sur les moyens d'une politique dont ils partageraient les finalités essentielles. On peut aussi incriminer, comme le fait Marcel Gauchet, ce qu'il appelle un individualisme de déliaison qui serait allergique aux engagements. Cependant, il y a bien dans la France contemporaine des thématiques sur lesquelles se distinguent des tempéraments de droite et des tempéraments de gauche, et vous en étudiez quelques-uns, Gilles Finkelstein, dans cette note pour la Fondation Jean Jaurès, qui est le think tank du Parti socialiste. Ainsi du thème de l'assistanat, récemment mis en avant par Laurent Wauquiez, qui proposait, on s'en souvient peut-être, de plafonner le montant des aides sociales à 75% du SMIC. Eh bien, ce thème de l'assistanat, de la critique de l'assistanat en tous les cas, il rencontre les aspirations de son électorat, puisque 69% des sympathisants de droite jugent en effet qu'on évolue vers trop d'assistanat, contre seulement 34% des électeurs de gauche. Et ces derniers jugent par contre à 60% que c'est plutôt la solidarité envers les démunis qui fait défaut, contre 29% seulement chez les sympathisants de droite. On notera en passant que la sociologie marxiste à laquelle je faisais allusion tout à l'heure en prend un sacré coup, puisque 42% des ouvriers se déclarent réactionnaires et que ce sont les cadres qui sont les plus nombreux à se proclamer réformistes, à 61%. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Tous les sondages le notent depuis déjà plusieurs années. On relèvera aussi que les électeurs sont dorénavant pleinement conscients du problème que pose l'envolée de la dette publique, mais qu'ils sont aussi très majoritairement d'avis que la solution ne passe pas par une augmentation des impôts. Ce qu'ils réclament, c'est une réduction de la dépense publique à 80%, une leçon qu'on méditera à gauche. Alors, les présidentielles de 2002 avaient été gagnées par Chirac sur le thème de la fracture sociale. Celles de 2007 l'ont été par Sarkozy sur celui de la rupture. Chaque camp est à la recherche de la formule magique qui permettrait de synthétiser en un mot ou une expression les attentes majoritaires des Français. Votre conseil à François Hollande, puisque vous êtes à la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Gilles Finkelstein, je ne sais, réponse, amendement à la chronique de Brice Couturier. Oh, amendement, oui, il y en a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas certain que la gauche et la droite soient en accord sur les finalités, sur la manière dont on voit la société. Je pense qu'il reste beaucoup de désaccords sur les moyens, mais c'est vrai que sur le cadre lui-même, et c'est ça la différence fondamentale par rapport non seulement aux décennies, mais même aux 2 siècles qui viennent de s'écouler. C'est là où on était sur des choses qui étaient beaucoup plus absolues et que l'écart s'est réduit.
Pour répondre à votre question, il y a 2 mots, moi, qui me frappent dans cette étude, mais ça n'en fait pas un, puisque vous disiez on est à la recherche d'un slogan, mais je ne suis pas à la recherche d'un slogan. Il y a 2 mots qui m'ont frappé. Le premier, c'est le mot de solidarité, qui est considéré comme un des mots les plus importants. On a demandé aux Français quels étaient les mots de gauche et les mots de droite, et les mots importants et les mots secondaires. Un des mots qui est à la fois considéré comme un mot de gauche et comme un des mots les plus importants, c'est le mot de solidarité. Et le deuxième mot, plus important encore, c'est qu'une société meilleure, ça serait avec plus de quoi ? Le mot qui arrive loin devant, c'est le mot respect. Et ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le président de la République. Gérard Courtois. Oui, je voudrais. Moi, je trouve le paysage idéologique évidemment essentiel. Moi, ce qui m'a frappé en relisant le Monde là, sur un demi-siècle, c'est que le paysage institutionnel est extraordinairement structurant du débat politique en France. On a une constitution, De Gaulle l'a voulu ainsi, hyper solide, à toute épreuve, et qui en a traversé beaucoup. Et en même temps, on a une constitution qui, à l'usage, par ses rigidités, ses contradictions et ses ambiguïtés, structure, rend la vie politique de plus en plus énervée, présidentialisée, donc énervée autour de l'élection présidentielle. On le voit en permanence, surtout depuis quelques quinquennats, et qui... Et là, ça rejoint la question du paysage idéologique, et qui, par l'excès de pouvoir qu'elle confie, sinon à un seul homme, du moins à un seul pouvoir, l'exécutif, et le président en particulier, le prive, l'invite plutôt à l'imprudence ou à l'autoritarisme ou au fait du prince, et le prive des contre-pouvoirs qui seraient ou des capteurs qui lui permettraient de prendre en compte les évolutions davantage qu'il ne le fait. Oui, ou qu'il des rééquilibrages relativement naturels, entre guillemets. Absolument, il y a une sorte de respiration démocratique du pays qui ne se fait pas ou qui ne se fait pas suffisamment du fait des institutions, me semble-t-il. C'est un peu ce à quoi faisait allusion, au fond, Léla Daclyle dans sa chronique sur le déficit politique. Mais vous avez aujourd'hui l'éditorial de Favilla, le billet de Favilla dans Les Échos, qui effectivement fait référence à cela. Le titre « La solitude du président ». Et qui termine par, au fond, aujourd'hui, en 2011, tout le pouvoir est à l'Élysée et le gouvernement, aussi bien que le Parlement, semble être passé à la trappe. Et Favilla de noter, ce billet de noter, on a fort bien vu qu'il n'en allait pas du tout de même en Allemagne, et pas seulement parce que la chancelière était à la tête d'une coalition. La France y a sûrement gagné en capacité d'initiative et en réactivité, mais pour le sentiment d'unité nationale, c'est une autre histoire. Alors, juste d'un mot, parce que la surconcentration, ou l'hyperprésidence, la surconcentration des pouvoirs entre les mains du président, Viançon-Ponté ou Sirius le dénoncent, voilà. Qui mieux dans les années 60, voilà. Fauvet et d'autres dans les années 70, quand c'est Pompidou. Fauvet, au début des années 70 et de la présidence Pompidou, dit « c'est même plus la peine de parler de domaines réservés, puisque tous les domaines sont réservés au président de la République. » Brice Couturier. Le pourcentage de personnes qui ne se reconnaissent ni dans la droite ni dans la gauche est en évolution constante, c'est-à-dire qu'il monte sans cesse. Et il faut reconnaître aussi que ce sont surtout les jeunes qui se déclarent sans appartenance idéologique. La désaffiliation dont je parlais aussi tout à l'heure dans mon billet des groupes, des individus par rapport aux groupes d'appartenance traditionnels qu'étaient les partis, les syndicats, la famille, parce que pendant très très longtemps, on a voté comme ses parents dans ce pays, ou comme ses voisins, puisqu'il y avait aussi un vote régional, il y avait un vote de classe, etc. Tout ça a disparu. Est-ce que ça crée pas pour les politiques et leurs conseillers dans votre genre, Gilles Finkelstein, un sacré défi ? Parce que comment mobiliser et comment convaincre d'aller voter cette masse grandissante d'électeurs flottants, hésitants, qui se déclarent souvent, comme on le voit dans le livre que Pascal Perrineau vient de sortir, à La solitude de l'isoloir, chez Autrement, qui se disent souvent, c'est au tout dernier moment, dans les derniers jours, voire les dernières heures, qui se décident pour aller voter pour tel ou tel candidat. Comment dans ces conditions, capter ces espèces de masses d'électeurs qui se déplacent comme ça à toute vitesse ? Gilles Finkelstein. Oui, sur la désaffiliation, vous avez évidemment raison. Et on a posé une question qui est ce qu'on appelle la classe sociale subjective. C'est-à-dire, on ne demande pas... on ne regarde pas seulement à quelle catégorie socio-professionnelle appartiennent les personnes que l'on interroge, mais à quelle catégorie ils ont le sentiment d'appartenir. Eh bien, ce qui est extrêmement frappant, c'est que là où auparavant, ce qu'on appelait les classes populaires étaient extrêmement nombreuses, aujourd'hui, vous avez moins de 20% des Français qui disent appartenir aux classes populaires, et y compris les employés et les ouvriers sont
aux alentours de 25% à dire j'appartiens aux classes populaires. Donc ce sentiment de classe, il n'est évidemment plus ce qu'il était. Oui, mais la classe moyenne inférieure regroupe 51% des gens que vous interrogez. C'est-à-dire la majorité des Français aujourd'hui se reconnaissent dans les classes moyennes inférieures. C'est quand même là aussi un signe des temps. Donc il y a un sentiment de déclassement quand même. C'est ça qu'on voit apparaître dans votre étude. Finalement, les gens aisés, ceux qui se déclarent aisés, c'est 28%. Donc la grande majorité, le socle électoral de la France, il est du côté des classes moyennes inférieures. Quel message peut-on leur donner ? Mais évidemment, quand par ailleurs vous regardez quelle est la hiérarchie des préoccupations, c'est totalement convergent avec ça. Ce sont les questions de chômage et de pouvoir d'achat qui sont loin devant les autres. Et sur même l'autre question que vous avez évoquée, c'est-à-dire sur la question des impôts, c'est la raison pour laquelle les Français ne veulent pas, pour réduire les déficits et la dette, qu'on augmente les impôts, c'est que la question du pouvoir d'achat, elle est fortement posée aujourd'hui. Est-ce que du coup, ces gens interrogés croient ou pas, et comment ils reçoivent le discours politique qui consiste à dire, comme hier par exemple, que le budget de rigueur que présente le Premier ministre, quand il en parle lui, il dit qu'au fond, et souvent on entend dire qu'il n'est ni de droite ni de gauche, Gérard Courtois. Oui, mais enfin bon, il y a quelque chose d'un peu soit prétentieux, soit péremptoire, soit, à mon avis, dangereux à dire, comme le font parfois les politiques, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, c'est la seule solution possible, c'est la seule politique possible. C'est la seule voie, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a rien de tel pour... je vais dire gentiment les choses ou diplomatiquement, agacer les gens, voire les énerver. J'ai le souvenir d'un référendum sur l'avenir de l'Europe en 2005, où il n'y avait qu'une seule voie possible et il n'y avait pas d'alternative. On a vu ce que ça donnait. Donc, je trouve assez audacieux de tenir ce propos-là, d'autant que la question reste posée. Qu'il faille un effort sérieux de réduction de la dette et des déficits, c'est une évidence. Le contre-exemple donné par la Grèce, c'est que on peut tuer le malade en le guérissant. Donc le mixte entre croissance et réduction des déficits, est-il le bon dans le plan qui a été le énième plan, le troisième budget des 6 derniers mois, qui a été dévoilé hier, qui sera peut-être suivi d'un 4e dans les 2 ou 3 mois qui viennent, c'est assez vraisemblable. Est-ce que c'est le bon équilibre entre croissance, défense de la croissance et réduction des déficits ? Et pour ce qui est de la réduction des déficits, est-ce que c'est le juste équilibre, si je puis dire, entre les classes moyennes, ce qu'on évoquait à l'instant, les classes moyennes inférieures et les classes favorisées ou aisées. Voilà, c'est ça les questions pour moi, les questions politiques qui seront les questions de la campagne présidentielle. Mais enfin, quand même, on peut observer qu'il y a une convergence sur un certain nombre de thèmes qui fait que le paysage politique est très loin de ce qu'il était dans les années 70. Il y a une convergence, par exemple, sur le fait que la rupture avec le capitalisme n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, le Parti socialiste ne la prône plus comme il le faisait autrefois. Il y a une évolution de la droite qui fait qu'aujourd'hui, elle accepte les évolutions de la société, les évolutions culturelles, les évolutions de mœurs qu'elle a tant combattues, comme l'avortement, par exemple, dans les années 70. Donc, on voit qu'il y a une espèce de convergence. Il y a aussi cette convergence que la gauche peut déplorer parce qu'elle a longtemps refusé sur l'importance de la dette publique et l'importance de la combattre. Parce qu'il y a encore 1 an, François Hollande était assez seul à tenir ce discours-là au Parti socialiste. Et c'est pas par hasard que c'est lui qui a été désigné, parce que justement, il a mis ça en avance. Est-ce que, justement, le problème aujourd'hui, c'est pas de mobiliser des électeurs qui ont le sentiment que, primo, gauche et droite de gouvernement convergent sur l'essentiel, et secondo, que la marge de manœuvre de ces gouvernants est en réalité très limitée pour cause d'intégration européenne. La majorité de nos réglementations sont implantées en réalité en application de lois européennes, de règlements européens, et de mondialisation, qui font qu'aujourd'hui, nous vivons sous le regard scrutinisateur, je ne trouve pas le mot, des marchés qui ne font aucun cadeau. Alors, dans ces conditions, comment convaincre les électeurs que ça a encore un sens d'aller voter plutôt pour un parti de droite de gouvernement que pour un parti de gauche de gouvernement ? Est-ce que c'est pas à la marge que ça se décide ? D'où l'intérêt des petites phrases et des slogans comme la rupture ou la force tranquille, etc. Gilles Finkelstein. Regardez comme Gilles Finkelstein a le regard attentif ou scrutateur à vos propos. Brice Couturier. Gilles Finkelstein et Gérard Courtois, oui. Alors, sur la question de la dette, ça,
ça, c'est vrai que c'est un élément nouveau, c'est l'irruption de la question de la dette dans les priorités des Français. C'est une question qui était extrêmement secondaire il n'y a pas si longtemps, qui n'est pas aujourd'hui la question qui écrase toutes les autres. Et ça serait une erreur que de le penser, mais qui trouve sa place dans les priorités importantes. Et je crois qu'un candidat à l'élection présidentielle qui nierait l'importance de cet objectif-là serait totalement à côté de la plaque. Mais de la même manière, un candidat qui ne ferait que de la réduction de la dette le seul objectif serait lui aussi à côté de la plaque. Et donc, il faut trouver un équilibre entre cette priorité-là et d'autres, celles que j'évoquais, le chômage, le pouvoir d'achat, la question des inégalités. Sur la gauche et la dette, je ne crois pas du tout que ce soit une préoccupation récente. C'était évoqué tout à l'heure, je travaillais il y a maintenant 15 ans avec Dominique Strauss-Kahn quand il était ministre des Finances. Je me souviens que le premier discours qu'il a prononcé, le thème était « L'objectif est d'inverser la spirale de la dette parce que la dette est l'ennemi de la gauche et la gauche doit être l'ennemi de la dette. » Et que c'était un objectif, pour des raisons de gauche, qu'il fallait réduire la dette, notamment que si on croyait dans l'intervention de l'État, il ne fallait pas que toutes les marges de manœuvre soient bouffées par le paiement des intérêts, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui. Voilà. Et ce qui a été la politique de Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Oui, en fait, si vous regardez sur 30 ans... Au grand désespoir de Jacques Chirac, qui du coup trouvait que les socialistes faisaient beaucoup trop d'économies. Mais quel est la cagnotte fiscale. La fameuse cagnotte. Exactement. Et j'ajoute que... C'était bon dans l'envers, tout de même. Je me souviens de 1995, c'est Alain Juppé, Premier ministre, dénonçant l'état calamiteux des finances publiques, mais un état calamiteux qui avait été piloté, si je puis dire, par un ministre du budget qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Et quand on regarde la courbe sur 30 ans, il y a deux moments d'accélération des déficits et de la dette. C'est 93-95, moment d'accélération violent, 93-95. Qui est ministre du budget à cette époque et des finances? Je crois que c'est un certain Nicolas Sarkozy. C'est bien ça. Non, mais évidemment, bien sûr. D'accord. Et évidemment, depuis 4 ans, là, dans une situation de crise violente. Mais donc, voilà, on est dans ce film-là, si on reprend sur la longue distance. Je peux ajouter un mot sur ça se joue à la marge. Oui, évidemment, ça se joue à la marge, parce que toutes les élections présidentielles, ou à peu près, se sont jouées à peu de choses. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça se joue sur des petites phrases ou des slogans. Le slogan de campagne, c'est celui qui gagne l'élection présidentielle, c'est celui qui a trouvé le slogan qui synthétise l'attente du moment. Changer la vie en 81, la France unie en 88, la fracture sociale en 95, j'oublie 2002, travailler plus pour gagner plus en 2007. Donc, moi, il me semble que celui des principaux candidats qui trouvera la formule, j'allais dire la formule magique, mais c'est un petit peu ça. Je veux dire, la formule qui, au fond, est le point d'équilibre des attentes du pays à un moment donné. C'est celui-là. Mais c'est pas de la petite phrase. C'est une espèce de décantation enfin, me semble-t-il, moi je suis pas ni publicitaire, ni conseiller de qui que ce soit. Mais Yes We Can, c'était quand même pas mal. Oui, par exemple. Gilles Finkelstein, que voulez-vous dire, du coup, quand vous proposez, à la suite de Pascal Perrineau, plutôt que de faire de la distinction gauche-droite, de parler de la société des ouverts et des fermés? Alors, je ne propose pas de reprendre ce clivage. La question qui se pose est de savoir comment s'articulent différents clivages, parce que la thèse que je défends, enfin l'analyse que je fais de l'étude que nous avons publiée avec l'Institut Ipsos, c'est que le clivage gauche-droite reste structurant, mais que ce n'est pas le seul clivage qui traverse la société. Et que ce que Pascal Perrineau a appelé le clivage ouvert-fermé, il est beaucoup plus difficile à déterminer, parce que autant vous pouvez demander à quelqu'un s'il est de gauche ou s'il est de droite, autant vous ne vous demandez pas si vous êtes ouvert ou si vous êtes fermé. C'est complexe. C'est un clivage que l'on construit, et on l'a construit de la manière suivante. Sont considérés comme fermés, avec les guillemets qu'il faut, les personnes qui sont à la fois rétives à la mondialisation et qui considèrent que l'immigration est un des principaux problèmes qui se posent à la France. Les ouverts étant sur la position symétrique. Mais dans ce cas-là, ça ne réduit quand même la chose, ça ne circonscrit la chose qu'à un parti qui serait celui du Front National. Non, ça va au-delà du Front National. C'est ça qui est intéressant, même si l'électorat du Front National est très fermé, mais tous ceux qui sont fermés ne sont pas au Front National. Et les ouverts? Vous allez me dire, c'est les autres. Enfin, bon, Non, les ouverts, c'est beaucoup plus complexe. Les ouverts sont
se comptent plutôt parmi ce qu'on appellerait les bobos, plutôt dans les classes sociales privilégiées. Ils sont un peu plus à gauche que la moyenne nationale, mais pas beaucoup. Évidemment, beaucoup plus optimistes sur l'avenir de la France. D'ailleurs, c'est un des points qui m'a beaucoup frappé dans cette étude, c'est la question du déclin. On a interrogé les Français sur le point de savoir si le déclin était inéluctable, et on l'a posé de la manière la plus dure en intégrant dans la question la montée des pays émergents. Eh bien, dans ce climat de défiance que le monde a souligné avec raison il y a quelques jours, eh bien, dans ce climat de défiance, vous avez 71% des Français qui, malgré tout, considèrent que le déclin n'est pas inéluctable. Gérard Courtois ? Moi, j'ai une espèce de frustration à la fin de la lecture de l'étude de capilloté-Gilles. C'est que, on disait fracture sociale en 95, descendeur social en 2002 ou 2007, travailler plus pour... Enfin, voilà, ces espèces de catalyse sur une attente du moment. Quelle serait aujourd'hui, et je la discerne pas vraiment, l'attente du moment tel que dans le paysage que vous avez dessiné L'attente du moment, pardon, juste, il y a un élément de réponse, c'est que c'est quand vous écrivez, Gilles Finkelstein, qu'il y a une évolution notable, c'est la percée des réactionnaires. Par exemple, qui n'était que de 13% il y a 10 ans, qui est de 29% aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est encore très minoritaire. C'est important, mais c'est minoritaire. Ça commence à être... Bien sûr. Oui. Je sais pas. Alors, vous avez une réponse, Gilles Finkelstein, à la question de Gérard Courtois ? Alors, je commence à répondre sur les réactionnaires, parce que c'est un élément qui est pas mal ressorti de cette enquête, mais qui, je crois, qui mérite, avec lequel il faut prendre une petite distance. On a le temps de le faire, vous pouvez le faire. Je le fais de la manière suivante, c'est que cette typologie traditionnelle, les réformateurs, les conservateurs et les réactionnaires, en fait, n'est pas si éclairante que cela. Et on peut dire, et ça c'est un élément qui est intéressant, que vous avez une petite partie de la population française, on est à 28%, qui considère que les choses doivent rester en l'état, ce qu'on appelait les conservateurs autrefois. Très bien. Pour le reste, c'est beaucoup plus complexe. Lorsque beaucoup d'ouvriers de milieux populaires répondent qu'ils souhaitent, ils sont nombreux à considérer que les choses, il faudrait revenir en arrière sur un certain nombre de choses. 42% des ouvriers. 42%. Est-ce que réellement c'est la catégorie des réactionnaires tels qu'on les entendait autrefois ? Est-ce que ça ne peut pas être légitime de considérer que sa situation était meilleure il y a quelques années et d'aspirer à revenir à cette situation-là ? Donc il faut prendre... Ce que dit Jean-Claude Michéa par ailleurs. Ce que dit Jean-Claude Michéa, mais je crois que ça mérite d'être entendu. Et donc il ne faut pas être dans la stigmatisation de la montée de ceux qui considèrent que les choses allaient mieux avant. Et sur le point, au fond, un peu de rupture, si je puis dire, ou de catalyse, ou de synthèse du moment. Alors, sur la frustration de Gérard Courtois, c'est très bien de terminer la lecture d'une étude avec une frustration. Donc, ça donne envie d'en faire une autre. Oui, ça, je m'en réjouis. Vous avez... Le mot, je ne l'ai pas. En revanche, ce que je crois, c'est que dans toute campagne électorale, vous avez... L'alternative est la suivante. Soit vous êtes sur une campagne, pour utiliser une image de patinage artistique, de figure libre, où chacun peut essayer d'imposer son propre thème dans la campagne. C'était le cas en 2007, où aucune préoccupation ne dominait toutes les autres dans l'électorat. Autant vous avez des campagnes de figures imposées. En 2002, la figure imposée, c'était la sécurité qui avait pris la première place. Dans beaucoup de campagnes, ce sont les questions économiques et sociales. Ce qui me paraît central, là, c'est que nous serons dans une campagne de figure imposée autour des questions économiques et sociales. Ce qui est en train d'être tenté, et ça a été évoqué par Gérard Courtois à l'instant, par François Fillon, c'est de centrer tout cela sur la seule question de la dette et des déficits et de la compétence et de la capacité à réduire ça, mais ce n'est qu'un aspect du problème. Oui, ce sera quoi, la dette ou la croissance, quoi ? Peut-être. Léla Dacly ? Oui, justement. Alors, moi, il me semble quand même quand on finit de lire, alors il y a une petite frustration, mais il y a aussi le sentiment, ou en tout cas l'impression générale que ça tourne autour du lien social, les attentes, et non pas autour de telle ou telle recette ou de telle ou telle proposition. Solidarité, respect, c'est quand même assez clair. Il y a quelque chose. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne dit pas non plus
quelque chose sur la manière dont les partis aujourd'hui militent? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils travaillent plus à recréer du lien social, y compris autour de leur travail eux-mêmes? Gilles Finkelstein, Gérard Courtois. D'un mot, moi, Ouais. dans la relecture que j'ai faite de ces 50 dernières années, il est clair que la présidentialisation du régime a dévitalisé les partis, qu'elle les a transformés en machines à conquérir le pouvoir et non pas à l'exercer ou à le nourrir de retour de la société. Voilà, donc ça, c'est dans les conséquences du système institutionnel français, il y a évidemment celle-là. Les partis ne sont plus des capteurs efficaces des attentes et des relais ou des médiateurs. Et des miroirs. Dans votre somme, là, Gérard Courtois, il y a un article cruel signé Gérard Courtois du 15 novembre 2008 sur les intellectuels qui jugent le PS et où apparaît le 15 novembre 2008 un certain Gilles Finkelstein que vous citez, Gérard Courtois. Gilles Finkelstein, alors sur le... Les écrits restent, c'est Voilà, terrible. voilà ce qu'il disait en 2008, Finkelstein, sous votre plume, Gérard Courtois. Au Parti socialiste, la figure de l'intellectuel a été remplacée par celle du technocrate, celle de l'internationaliste par l'élu local et celle de la société civile par celle de l'apparatchik. Ça n'est pas très propice au débat d'idées, surtout dans une période de mutation accélérée. C'était il y a très longtemps. 2008, vous me prenez pour une pomme. Ouais. Alors, Gilles Finkelstein. Non, je persiste et je signe. Non, je pense que quand on regarde ce qu'étaient les grandes fonctions des partis politiques il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on voit qu'elles ont été les unes après les autres vidées de leur contenu. Avant, c'était dans les partis politiques que vous aviez l'information, c'est évidemment plus là que vous l'avez. C'était des instances de formation. Ce n'est plus le cas du tout. C'était des lieux d'élaboration programmatique. De plus en plus, ça se fait encore au parti, mais beaucoup à l'extérieur. Dans des agences Et de communication spécialisées. Ça vous vise Disons-le. vous visez le Finkelstein qui travaille chez Non, ORSC. et aussi Attends. dans les think tanks et dans les fondations. Et enfin, on vient d'avoir les primaires. Les partis étaient le lieu dans lequel le pouvoir ultime, c'était de désigner les candidats. Eh ben, ça a été, et c'est une évolution qui par ailleurs est tout à fait heureuse, mais ça a été transféré à l'ensemble de l'électorat. 8h44, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel sur le sujet du jour. Oui, un article publié sur le site Agoravox et dans lequel David McAdams donc écrit « Aussi loin que je m'en souvienne, la politique a toujours été séparée entre la gauche et la droite. Et tout nouveau mouvement qui apparaît aujourd'hui est immédiatement placé donc dans l'une de ces cases. Alors par qui ? Les médias, les politiques, ou bien nous tous d'ailleurs qui manquons probablement de modèles pour inventer d'autres cases. Pourquoi l'univers politique est-il séparé par une gauche qui prône un État social et une droite qui met en avant l'ambition individuelle ? Pourquoi n'y a-t-il pas de place pour ce mouvement dont on entend de plus en plus parler, dit-il, à savoir les créatifs culturels et qui ne se situent ni à gauche ni à droite car sensibles autant à la justice sociale qu'à la responsabilité individuelle. Dans les années 50, dit-il, le professeur de psychologie américain Graves a mis en avant une théorie basée sur l'étude statistique de milliers de cas et nommée tardivement la spirale dynamique par ceux qui ont repris son travail. À travers cette approche, il identifie différents stades de développement que nous parcourons en tant qu'individus de la naissance jusqu'à la mort. Les premiers stades se situent dans l'enfance et notre environnement, la famille, la société, qui nous poussent à franchir ces différentes étapes, mettant en avant notre incroyable capacité à nous adapter aux défis qui nous sont posés. Or, trop souvent, on s'imagine qu'une fois atteint la maturité, notre personnalité est définitive. Et pourtant, les étapes sont nombreuses encore. Les exemples d'individus ayant radicalement changé leur façon de voir le monde suite à un événement majeur de leur vie l'illustrent parfaitement. Autrement dit, dans notre société se côtoient des gens situés à différents niveaux de la fameuse spirale dynamique, avec des visions du monde différentes, et pour le plus grand nombre d'entre eux, des partis politiques pour les représenter. Et David McAdams, donc, de conclure, l'approche de la spirale dynamique apporte un modèle moins polarisé, moins réducteur, et qui offre par ailleurs des cases pour des mouvements émergents et qui ne peuvent pas être réduits donc comme des mouvements de gauche ou de droite. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, une petite réaction, Gilles Finkelstein. Oui, sur la spirale dynamique. Il y a un élément très intéressant sur la spirale dynamique, c'est de voir comment évoluent les opinions en fonction de l'âge. Et c'est une des questions que nous nous sommes posées. Un des enjeux électoraux majeurs de l'élection présidentielle qui vient, c'est celle du vote des seniors. Vous avez 15 millions d'électeurs qui auront plus de 60 ans dans la prochaine élection. Il n'y en avait que 9 millions en 1981. Oui. Et ces électeurs-là, ce sont
des anciens 68ards qui sont des nouveaux soixantenaires. Entre la génération et l'âge, qu'est-ce qui allait l'emporter ? Eh bien, la réponse est que la génération compte moins que l'âge et que les soixantenaires d'aujourd'hui, c'est la catégorie qui est de loin, qui se situe, qui s'auto-positionne le plus à droite, dont les préoccupations sont celles qui sont plutôt celles qui, sur les thèmes qui sont plutôt des thèmes de droite, et que c'est un des enjeux, je crois, les plus importants pour François Hollande. Très court, Couturier. Oui, j'ai trouvé ces deux mots pour les soixantenaires, c'est sécurité et morale. Les seniors veulent de la morale en politique, alors que les jeunes sont assez indifférents à ce slogan-là. Ils préfèrent la solidarité, c'est important. Gérard Courtois. Ça n'a rien à voir. Mais je voudrais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le style de Sirius. Oui. Vous faites bien. Non, mais attendez. Formidable. Je viens de perdre mes marque-pages. Et Mais je recherchais. Mais si, c'est horrible. C'est pas grave, parce que Sirius, génial. je suis d'accord, Sirius, c'est d'une austérité à l'antique, c'est la conquête de l'info par la face nord. Moi, ce que je préfère, très honnêtement, c'est Viançon. Alors, Viançon-Ponté, mais bien sûr aussi. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai perdu mes vraiment, marque-pages. s'il y a un papier à lire dans ce bouquin, sur les 200 qui sont publiés, il y en a un. Oui. C'est le papier de Viançon-Ponté sur la rumeur sur la maladie du président Pompidou en 73, qui est pour moi la quintessence de ce que je rêverais un jour, peut-être dans 10 000 ans, de réussir à faire. Oui, vous dites pas mal quand même, hein, parce que on va prendre la citation de Gérard Courtois, hein, la Ve République décidément est le plus mauvais régime que la France ait connu à l'exception de tous les autres. C'est bien de vous. Je crois que c'est de moi, oui, dans l'introduction, effectivement.